Merci d'être avec nous en direct sur CNews. C'est la suite des Voix de l'info. Il est près de 23 h à la une. Ce soir, Benjamin Griveaux investit les candidats sans surprise pour La République En Marche en vue des municipales de Paris. Et c'est Cédric Villani un peu plus tôt dans la soirée qui a donc jeté l'éponge. Dans l'actualité également, la polémique qui ne retombe pas. François de Rugy s'explique et se justifie. Pas de dîner entre amis, précise-t-il. Caractère privé ou pas de ces dîners, on va en parler de nouveau, mais on écoute encore une fois justement le ministre de l'écologie à ce sujet. Je tiens à dire que je comprends évidemment que cela puisse interpeller les Français. Il y a une tradition à l'Assemblée nationale, il y a l'hôtel de la Sey, qui est à la fois le lieu de résidence des présidents de l'Assemblée nationale depuis que il y a une Assemblée nationale dans notre pays et où il y a aussi les bureaux, je tiens à le dire, c'est un endroit de travail, des bureaux du président, des collaborateurs du président, ainsi que des salons de réception au rez-de-chaussée de l'hôtel de la Sey. Et pour avoir fait souvent visiter pendant les journées du patrimoine ou des groupes de visiteurs, je sais que évidemment, quand on parle des ors de la République, ce type de lieu, les salons de réception de l'hôtel de la Sey, de l'Assemblée nationale, évidemment, correspondent à cette image que l'on peut avoir des ors de la République et de lieux prestigieux. Donc je comprends que, évidemment, cela suscite des réactions et même des incompréhensions ou des interrogations. Et avec nous ce soir, on accueille Sarah El Haïry. Bonsoir. Bonsoir. Députée MoDem de Loire-Atlantique, députée donc de la majorité. Ils ne sont pas nombreux, les parlementaires de la majorité, pour venir sur les plateaux évoquer ce sujet. On vous écoutera dans quelques instants, votre réaction. Et est-ce que vous pensez que cette polémique peut aller loin et devenir une affaire politique? Rachel Binas, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, reporter dans différents médias, notamment à Causeur. Jean-Marc Bailleul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général syndicat de police NOP-S. CSI, et nous allons parler évidemment du rapport de police, énième rapport au véritable électrochoc. On ne découvre pas les conditions dans lesquelles les policiers travaillent, mais vous nous direz s'il y aura un avant et un après. Georges Fenech est toujours là, ancien magistrat, consultant pour CNews, et Béatrice Souchard qui nous fait de l'amitié de rester parce qu'il faut qu'on parle évidemment de son livre Le Tour de France et la France du Tour, c'est important. Sarah El Haïry, alors jusqu'où ira cette polémique? C'est la question ce soir. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que effectivement, les photos, les images ont choqué, et je peux comprendre, et ça choque, c'est vrai. En même temps, c'est le quatrième. En même temps, évidemment, c'est des traditions. Il était président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut éclairer tout ça. Quand on parle d'argent public, c'est explosif. Et aujourd'hui, dans la période où on est, je veux dire, la gestion de l'argent public est extrêmement importante. Et pour garder la confiance des Français, il faut évidemment de la transparence, de la compréhension. Et je pense qu'il apportera toutes les réponses nécessaires. Intéressant. Bon, pour vous, il ne les a pas apportées. Il doit les apporter. Écoutez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qu'on a vu, c'est un article de presse. Je sais qu'il y a des échanges. Bien sûr, les photos ont circulé et c'est ce qui a créé l'émotion. Et je comprends bien. Moi, je pense que les grands banquets comme ceux-là peuvent être réservés à des banquets d'État. Voilà. Pour être dans les propos les plus clairs. Maintenant, j'espère surtout que ça va être éclairci, qu'on ne restera pas sur une polémique explosive liée à des photos, mais que tout sera clarifié. C'est le plus important. C'est nos instances qui ne doivent pas être éclaboussées et surtout nos institutions. Rachel Binas, la question c'est, on a en souvenir évidemment différents cas, comparaison de vos paraisons, mais on se souvient du conseiller Aquilino Morel, on se souvient également il y a certaines années, quelques années, l'ancien ministre, c'était Hervé Guémard, etc. Enfin, la liste est longue de ceux qui ont tout de suite, il y a la polémique, les cigares de Christian Blanc, etc. Oui. Je veux dire, le couperet est tombé assez vite. Il est tombé assez vite, mais avec nous étions encore dans, entre guillemets, l'ancien monde. Il est tombé assez vite. Alors, il était invité, il se trouve qu'il était invité de France Inter également ce matin. Donc, il a dû s'exprimer peut-être plus vite qu'il ne l'aurait voulu sur cet article. Les photos, vous l'avez dit, qui ont fuité. Puis, à l'heure des réseaux sociaux, c'est difficile. Hein. Il y a un autre temps qui s'exprime, qui n'est pas celui que l'on connaissait quelques années auparavant. On peut s'en féliciter ou le regretter. Qu'importe. Oui, il faut que la lumière soit faite. Et puis, il va falloir répondre à tout. C'est-à-dire que là, pour le moment, on focalise sur
sur des dîners, alors on ne sait pas trop s'ils étaient professionnels, personnels. Il me semble quand même, vu les photos, qu'il y avait eu également une Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on est quand même loin du dîner professionnel, hein, avec les pétales de rose. Mais un petit peu la tristesse aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est qu'il y a, on l'a dit, il y a une perte de confiance de la part des citoyens envers leur politique. Ces affaires n'arrangent rien, bien au contraire. On peut aussi se demander pourquoi ces politiques, ils semblent parfois tomber de haut, mais aujourd'hui tout se sait, tout finit par se savoir. Est-ce qu'ils pensaient vraiment le cacher? Et puis, dernier point, on aimerait ne pas tomber, en tout cas je parle pour ma part, dans un système un peu à l'anglo-saxonne avec une ultra-transparence et des règles extrêmement contraignantes, mais avec ce type de comportement, on se demande si on va pouvoir y échapper, ou est-ce qu'il va falloir, entre guillemets, fliquer les politiques comme des fichiers S. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, je voulais vous faire réagir, Béatrice Houchard, c'est une forme d'entre-soi. C'est un système finalement de vase communicant et de vase clos entre les responsables politiques et les journalistes. Si les journalistes ont participé à certains de ces dîners, c'est toujours compliqué après de venir dire qu'il y a évidemment... La neutralité n'existe pas, mais en tous les cas, une certaine forme d'objectivité dans l'exercice de notre métier quand il y a ces dîners, ces réceptions qui donnent une impression ou peut-être une réalité d'un entre-soi et de deux systèmes qui ne font qu'un. Non, mais là, effectivement, de deux choses l'une, où ce sont des dîners de travail avec des gens de la société civile et François de Rugy était président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, ça n'est pas n'importe qui dans la République, qu'il reçoive des gens à dîner pour parler de la situation économique, pour rencontrer des gens de la société civile, pour faire de la politique. C'est un homme politique important, le président de l'Assemblée. À lui de montrer, je pense qu'on doit garder la trace des gens qui viennent déjeuner ou dîner à l'hôtel de la Sey. Hein. Donc ce sera pas très compliqué. Ou bien, effectivement, c'était des dîners comme son épouse semble l'avoir dit. Alors il y a une petite contradiction entre les deux, là. Des dîners effectivement entre amis, alors avec des journalistes ou pas des journalistes, et la politique est faite beaucoup de symboles et de plus en plus, et c'est vrai que si ça n'était pas des choses liées directement à la fonction, parce qu'on dit bon c'est là qu'il habite, oui, enfin le président de l'Assemblée nationale est à l'hôtel de la Sey, s'il fait un dîner privé, il peut louer une salle, aller au restaurant pour la Saint-Valentin par exemple, sans tout mélanger, parce que là il accrédite une fois de plus vous voyez bien tous ils s'en mettent plein les poches, et voilà. C'est dramatique. S'il y avait eu aujourd'hui une communication cadrée, une communication claire et transparente entre lui et son épouse, peut-être que l'affaire serait déjà derrière nous. Pour les images, il n'est pas très habile, j'ai trouvé. Il semble un peu atteint. Dans quelques instants, on va parler de toute autre chose, si je puis dire. C'est le rapport justement sur les conditions de travail des policiers. Mais quand même, je reste sur ce sujet. Je ne veux pas faire de lien, mais je vous vois beaucoup réagir. En tous les cas, avoir envie de réagir, Jean-Marc Bailleul, sur ce sujet. Oui, parce que c'est tout le système de la République qu'il faudrait remettre à plat. Il n'y a pas que le président de l'Assemblée nationale ou les ministres qui logent sur place. Il y a aussi tous les préfets qui peuvent faire des repas familiaux avec les personnels des préfectures. Et jusqu'à présent, ça ne choque personne. Donc soit on fait une remise à plat de tout le système. Mais on a cru que cette remise à plat, en tout cas certains ont cru que cette remise à plat était venue avec l'élection présidentielle. Ah bah non, pas sur ce domaine-là. Donc c'est pour ça qu'il faut clarifier. Est-ce qu'on peut, sur des logements en fonction liés à la responsabilité, inviter sa famille, faire des... C'est une vraie question, puisque de toute façon, c'est quand même l'État qui va payer ce repas. Le général de Gaulle payait ses repas familiaux à l'Élysée. Son électricité et son essence. C'est pour ça que la transparence... C'est pour ça que, comme... Pour peut-être conclure sur ce sujet, la transparence est de mise, la transparence est une des conditions à la confiance. Mais j'ai envie de vous dire... Et c'est ce que disait François de Rugy. Mais bien sûr, la transparence, elle est essentielle. Et quand je le disais, il faut peut-être laisser le temps. Aujourd'hui, pas le temps dans des mois, je parle dans les jours qui arrivent, parce que vous le disiez, les traces de qui venait, c'est clair. La temporalité, l'objet de ces réunions va être posé. Mais on peut imaginer aussi et comprendre que ça peut être très ébranlant comme ça dans une journée, à partir d'images. Ça a pris une ampleur très importante aujourd'hui. Ça l'a été pour d'autres. Je vais vous dire, ça l'a été pour d'autres responsables politiques de différents partis et beaucoup plus. Ça secouait beaucoup plus. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut une clarification. Moi, mes propos, ils sont assez clairs. Je pense que ces images choquent, elles créent de l'émotion parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça. Et il apportera, en tout cas, je le souhaite et j'en fais le vœu, un éclairage, une explication. C'est intéressant ce que vous dites sur la temporalité, parce qu'il n'y en a plus. Tolérance zéro, réaction des réseaux sociaux, réaction immédiate de l'opinion publique et généralement réaction politique au plus haut sommet de l'État. Pour l'instant, soutien
affiché en tous les cas et certainement pensé et réfléchi. Qu'en sera-t-il demain s'il y a d'autres révélations? Nous le verrons. Mais cette temporalité, elle est compressée aujourd'hui. Elle a changé. Elle a changé. Elle a énormément changé. Oui, mais ça, vous le savez. Mais bien sûr, elle a changé. Mais aujourd'hui, je ne... Comment dire? C'est pas que je le déplore ou je le déplore pas. Je dis juste que cette temporalité, elle a changé et il faut la prendre comme elle est et en même temps ne pas spécialement accepter qu'elle embrouille tout. C'est un homme politique. Il est ministre de la Transition environnementale aujourd'hui. Il y a une révélation faite par des journalistes. Maintenant, il y a le temps de la réponse et de l'argumentation. Je pense qu'il doit venir vite. Il doit arriver, tout à fait. Il doit venir vite. Mais que ce soit pas dans les 48 heures ressortir toute la liste des invités ou toutes les factures, moi je veux dire, c'est possible. Il faut laisser, voilà. Un dîner à l'hôtel de l'AC, je pense, Béatrice Souffleur, que la liste est disponible et qu'à mon avis, il doit avoir en tête les invités qu'il a reçus pour ce dîner. Oui, je pense parce que pour des raisons de sécurité, tout est listé. Vous n'effacerez pas. Mais personne. Sonia, vous n'effacerez pas la bouteille de Château Yquem. Bien sûr. Le Cheval Blanc à 500 € la bouteille, ce qui est l'équivalent d'une petite retraite agricole. Mais ça, c'est choquant. Et ça, je vous l'accorde. Ça fait 8 mois qu'on a des manifestations de gens qui parlent de pouvoir d'achat, de fin de mois, etc. Et on nous exige des hommages. Faites des efforts. Donc, en termes de symbole, si vous voulez, ça ne passe pas, quoi. Non, mais ça je l'entends et je ne le défends pas. Georges Fenech vous dit quelles que soient les explications, quelles que soient les explications, le mal est fait. Le mal est fait. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense qu'il ne faut pas non plus devenir aussi caricatural que les propos qu'on vit. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a ce qui est plus ou moins légal ou cette espèce d'exercice d'équilibriste auquel il s'est livré. Peut-être parfois en tombant, parce qu'il y a des événements qui n'ont pas l'air si professionnels que ça. Il y a peut-être des bouteilles aussi qu'on aurait pu ne pas sortir. Et puis après, de manière générale, moi je ne suis pas choquée par le fait qu'un politique ne se nourrisse pas au kebab du coin ou au fast-food. Là, c'est vous qui caricaturez. Là. Personne ne dit ça. Parce que vous expliquez que la symbolique d'une bouteille à 500 €, il y a quand même un équilibre à trouver. On n'est plus du temps de Chaban-Delmas, on avait les grands crus du Bordeaux, c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est plus tolérable. C'est comme ça, on a changé d'époque. Je disais tout à l'heure, le ministre numéro 2 de la Suède en 2015, elle a dû démissionner parce qu'elle avait acheté une barrette chocolatée avec la carte. Vous trouvez que c'est souhaitable, que ce modèle est souhaitable? Non, mais c'est celui justement où en fait on tombe, c'est ce que je suis en train de vous dire, où on tombe dans l'excès inverse et où il faudrait justifier. Les citoyens demandent de l'exemplarité. Mais l'exemplarité, c'est pas l'ultra-transparence et justifier sa barre chocolatée. Si ce dîner avait eu lieu et qu'autour de la table il y avait des responsables de haut niveau étrangers, des présidents, ça n'aurait posé aucun problème. On n'est pas en train de dire. On a reçu Donald Trump au Jules Verne. C'est tout à fait normal. C'était le faste français, la Tour Eiffel. C'est l'image de la France, etc. Mais là, il faut préserver ça. Là, on est dans tout à fait autre chose. Vous attendez des explications. On a compris. Énième rapport ou électrochoc? Autre sujet important, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement de découvrir à chaque fois la même chose sur les conditions de travail des policiers, sur les bâtiments vétustes, sur le matériel utilisé? Regardez ce sujet de Mario Bazac, on en parle juste après. La commission a été constituée au début du mois de février, en plein mouvement des Gilets jaunes. Plus de 13 700 gendarmes, policiers nationaux, municipaux et réservistes ont été interrogés sur leurs conditions de travail. 70% d'entre eux ressentent un sentiment d'abandon et dénoncent des conditions déplorables générées notamment par la vétusté des bâtiments. Au total, 22% des immeubles de la Direction générale de la police et 28% des bâtiments de la préfecture de police sont vétustes. Le rapport fait également état d'un parc automobile vieillissant. L'âge moyen des véhicules blindés à roues de la gendarmerie mobile, souvent déployés près de l'Arc de Triomphe lors des manifestations de Gilets jaunes, est de 45 ans. Plus préoccupant encore, les agents ne sont pas assez protégés. Par exemple, après la visite d'une brigade de gendarmerie en Seine-et-Marne, les rapporteurs ont indiqué que 15 militaires se partageaient 2 casques et 2 gilets lourds. Oui, c'est reçu. Le rapport épingle aussi les heures supplémentaires. 23 millions d'heures non récupérées au 31 décembre dernier, soit 164 en moyenne par agent. Enfin, la commission d'enquête pointe du doigt la multiplication des tâches administratives chronophages et complexes qui nourrit la frustration des forces de sécurité. Est-il un rapport supplémentaire, pour le rappeler, un rapport choc sur la police et conditions déplorables? Jean-Marc Bayat, j'imagine que vous n'apprenez évidemment rien de ce rapport-là. Non, il complète sur certains points celui du Sénat qui a été édité il y a bientôt 2 ans.
La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que les constats, on les a faits, vous l'avez dit en préambule. Comment ça va être exploité? Il y a une loi de programmation qui a été annoncée, donc un livre blanc. Le problème, c'est que ça a été fait aussi il y a plusieurs années et qu'on n'a jamais été en capacité de se projeter. C'est-à-dire qu'on fait toujours des à-coups. On n'a jamais fait une projection de quelle police on veut demain. Comment on répartit les missions? Est-ce qu'on n'a pas des économies à faire? Et quand je le dis, c'est que je pense qu'on peut rationaliser tout ça. Vous voyez les engins blindés, puisque bon, c'est un détail. Moyenne d'âge 45 ans. Alors c'est 45 ans. Alors c'est des engins qu'on ne peut pas conduire sans quelqu'un qui vous guide sur le côté, parce que le conducteur n'a pas une vision à 180 degrés. Donc c'est quand même assez problématique pour se déplacer dans les rues de Paris. Et nous, ce qu'on demande, vous voyez, quelque chose d'assez rationnel, c'est qu'il faut arrêter de raisonner police, gendarmerie. À partir du moment où les manifestations concernent tout le monde, est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain avoir des achats mutualisés? C'est-à-dire que les lanceurs d'eau, ils sont estampillés police, pourquoi on ne met pas ministère de l'Intérieur? Et que ça serve tant aux policiers qu'aux gendarmes. Toute cette duplicité, depuis des années, qui a été mise en place avant l'arrivée des gendarmes au ministère de l'Intérieur, mais qui s'est développée depuis, eh bien, il faut arrêter avec ça. Donc, on parle dans ce rapport, et vous l'avez dit aussi, du problème immobilier. C'est 1 milliard d'euros pour remettre à niveau tous les commissariats de police. Et je prends l'exemple de Paris qui est assez significatif. Il y a aussi un problème sur le logement des policiers. Est-ce que vous trouvez normal qu'à Paris, la mairie de Paris loge gratuitement, et tant mieux pour eux, 3000 à peu près gendarmes qui n'assurent pas la sécurité de Paris? Et les policiers, eux, sont obligés d'habiter à 2 heures de route pour pouvoir travailler sur Paris. Donc il y a quand même, à un moment donné, il va falloir se poser des questions rationnelles. On est aussi des contribuables. Et les policiers, ce qu'ils souhaitent, c'est que maintenant, on passe à surmultiplier, qu'on arrête de construire effectivement des hôtels de police énormes qui, quelquefois, sont construits à la va-vite avec des appels d'offres qui ne sont pas toujours très solides. Et au bout de 10 ans, si on prend le commissariat de Bobigny, par exemple, ou celui de Créteil, qui est un peu plus âgé, eh bien, il n'est pas en super état. Donc, juste préciser que ces images nous sont fournies par le syndicat Alliance, que vous voyez à l'instant sur vos écrans. Oui, il y a eu un concours de photos de faits. Alors, on a signalé dans ce rapport le commissariat de Fontainebleau. C'est une catastrophe, et j'en profite. On en a aussi assez des rivalités politiques pour se disputer un commissariat. Fontainebleau était l'exemple typique. Il y a un vieux commissariat dans le centre de Fontainebleau, c'est un des plus pourris, peut-être avec celui de Fécamp. Pourri, vous dites. Pourri, oui, vraiment pourri. Et le maire de Fontainebleau se dispute l'implantation de ce commissariat avec le maire ou la mairesse d'Avon. Bon. Nous, on pense que c'est le projet d'Avon qui est le mieux, qui est près d'une gare, il y a du stationnement. Eh bien, ils se battent là-dessus. Donc, on a même des élus qui se battent pour s'arracher le commissariat. Il y a un moment donné, il faut décider, il faut être pragmatique. Conditions déplorables, bâtiments vétustes, matériel vieillissant, etc. Et on peut ajouter l'administration. L'administration, parce que ça, c'est peut-être le lien aussi avec d'autres domaines, les hôpitaux, l'éducation. Georges Fenech, ce débat, on aurait pu l'avoir il y a quelques années. Peut-être qu'on l'aura malheureusement encore dans quelques années. Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer? C'est la question, effectivement, bâtimentaire. Donc là, il y a une vétusté, il faut le réparer, il faut de l'argent. Simple, voilà. Il y a la question des matériels, il faut de l'argent aussi. Et puis, il y a une question très importante qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la question des missions indues que supportent les fonctionnaires de police et de gendarmerie aussi. Pourquoi, par exemple, confier aux policiers les procurations pour aller voter? Pourquoi confier aux policiers les transferts des détenus? Donc, il faut aussi, là, avoir un effort de réflexion et d'action très important pour soulager les policiers. On a reçu sur notre plateau tout à l'heure l'un des deux co-rapporteurs, Jean-Michel Fauvert, qui rappelait que sur 1 heure d'enquête, le policier allait passer 7 heures en administratif. Donc on a des procédures qui sont trop complexes, qui sont trop lourdes, trop formalistes, et ça décourage le fonctionnaire de police dans sa mission essentielle qui est la sécurité des citoyens. Ça l'empêche d'exercer véritablement sa fonction de sécurité publique. Donc je vois Sarah Aléry acquiescer depuis tout à l'heure. Vous acquiescez tous vos manquements. Évidemment, ça ne date pas que de ça vous. Date pas d'aujourd'hui. Mais quand même. Moi, ce que j'ai envie de dire, non, il n'y a même pas de quand même qui puisse tenir, puisque ces situations ne se sont pas dégradées dans les 2 dernières années. Mais nous sommes aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qu'on vit et ce que les forces de l'ordre vivent. La police et la gendarmerie, c'est le fruit de au moins 10 ans de retard sur des investissements. Quand on voit, et plus que ça, mais quand on voit par exemple typiquement 10 000 policiers en moins avec la coupe nette sous le quinquennat de M. Nicolas Sarkozy, quand on voit le manque d'investissement qui a eu lieu sous l'ancien quinquennat, avec en plus aujourd'hui des équipements qui sont vétustes.
effectivement, il y a la question des tâches indues, c'est vrai. Et il y a une seule manière de faire, c'est repenser les métiers et investir financièrement. C'est pour ça qu'il y a un projet de loi de programmation, parce que c'est de l'argent. Investir, mais où? Pardonnez-moi. Et puis recruter, parce qu'il n'y a pas que ça. Je veux dire, aujourd'hui, sur les hôpitaux, il faut investir. Sur l'éducation nationale, il faut investir. Quelles sont vos priorités? Pour ajouter la justice. Et la justice. Et j'ai envie de vous dire, de manière très simple et claire, là, typiquement, les forces de l'ordre, ils nous protègent. Plus que jamais, notre pays a besoin de saluer et de rappeler leur travail. Oui, c'est une priorité, et oui, la souffrance, elle est double, elle est matérielle. Comme dans les hôpitaux, comme dans l'éducation, oui, comme dans les... Et il faut ces investissements et il faut des transformations structurelles. Mais les avez-vous? Mais nous les faisons. Nous avons le courage aujourd'hui de les faire. C'est le cas, Jean-Marc Boyer? Juste un exemple, pour vous donner un exemple. Il y a un sujet... Les gouvernements ne se sont pas préoccupés. C'est la question des heures supplémentaires qu'il faut à un moment purger. C'est une dette morale que nous avons vis-à-vis de nos forces de l'ordre. Eh bien aujourd'hui, c'est en cours. On a pris l'engagement de le faire et on est un certain nombre de parlementaires, et je parle de parlementaires, parce qu'il y a la différence entre des fois l'exécutif et les parlementaires, qui mettent un point d'honneur à ce que lors de ce PLF, lors de cette loi de finances, eh bien il y a un plan très clair pour purger ces heures supplémentaires. Mais c'est aussi le recrutement en humain, et vous savez très bien qu'on ne ratera pas 10 ans, 10 000 vous n'allez pas nous le dire tout un quinquennat. Hein. Non, mais j'ai envie de dire, l'énergie est là, et elle est faite avec les forces de l'ordre. De notre position, c'est facile de vous poser des questions, de vous dire, mais alors qu'allez-vous faire? Mais c'est vrai que là, le constat est quand même accablant. Jean-Marc Boyer, est-ce que quand même sur certains points... Oui, alors sur les heures supplémentaires, là, je pense que régler le passif, oui, il faut le régler. Pour qu'on reparte à zéro, c'est sûr. Maintenant, la bonne question, c'est, et c'est nous, on a fait un contentieux, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a plus de 11 ans maintenant sur le temps de travail devant les instances européennes, parce que nous, on croit que si on prend cette problématique du temps de travail en appliquant la directive, ça va nous obliger à faire des réformes. Non, mais je vais vous expliquer. Juste un point. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des officiers de sécurité, donc ceux qui sont au service de ministres, du président de la République, qui ont 43 ans et qui ont 18 000 heures supplémentaires, c'est-à-dire 7 ans de récupération. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, on emploie les gens à faire n'importe quoi. On ne peut pas travailler 140 heures par semaine. Ce n'est pas sérieux. Donc il faut remettre à plat les manières de travailler. Je veux citer en exemple le cas de la gendarmerie de Chemambry, c'est en Seine-et-Marne. Je cite, 15 militaires se partageaient 2 casques, 2 gilets lourds, un unique pistolet à impulsion électrique, un seul lanceur de balles de défense et un seul diffuseur de gaz lacrymogène de grande contenance. Bah là, typiquement, c'est bien un député de la majorité avec un député UDI qui ont posé ce constat. Mais que le diagnostic, vous le posiez. Très bien, mais c'est l'assumer pour pouvoir y répondre. Rachel Binat. Mais c'est choquant. C'est plus que choquant. Les diagnostics se suivent, sont toujours de plus en plus sombres. On voit les politiques comme ça s'indigner à juste titre, mais ça fait quand même un certain nombre d'années, plus que 10 ans, bien plus, peut-être 20 ou 30, que la situation non seulement ne s'améliore pas, mais en fait se dégrade. Alors il y a plein de choses. On pourrait parler de l'augmentation de la délinquance et de la criminalité ces dernières années. On parle de locaux vétustes, mais en fait il faut comprendre ce que c'est pas seulement un coup de peinture, c'est parfois des rats, des puces. Il pleut à l'intérieur même du commissariat. Ça pose aussi la question, et c'est normal, on se focalise sur les policiers, mais même des victimes qui viennent ensuite déposer plainte, des personnes, des prévenus, exactement, des prévenus qui viennent et qui voient cette institution complètement aussi délabrée que les locaux quelque part. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis se pose la question des suicides des policiers. 38 suicides depuis le début de l'année. Le début de l'année. Et depuis 1996 et même avant, on a des chiffres totalement alarmants sur les suicides. Donc depuis 1996 était l'année noire en termes de suicides, je crois qu'on était à 70 de suicides de policiers. Jusque-là, on n'a pas vu énormément de moyens supplémentaires, mis à part en 2014-2016, un plan anti-suicide par Bernard Cazeneuve. Mais sinon, rien ne change. Le matériel ne change pas. La police municipale est souvent mieux dotée que la police nationale. Voire la police, par exemple à l'Isle-et-Lannoy, la police nationale utilise la police municipale pour la vidéosurveillance. Elle voit des véhicules bien plus efficaces que ceux de la police nationale. Il y a un véritable problème. La menace terroriste n'a pas changé énormément de choses. Donc voilà, c'est important qu'il y ait ce rapport. Après, il va falloir en faire quelque chose et pas seulement prendre acte.
Et ce n'est pas prendre acte, encore une fois, que prendre acte. Il y a des choses qui sont en cours et ça commence par lever déjà le poids administratif sur les policiers en permettant, par exemple, la mise en place de la pré-plainte. C'est permettre plus de recrutement et donc l'attractivité de ce métier. Mais comment vous voulez créer des envies quand vous avez des situations comme celle-là ? Quand vous dites plus de recrutement, c'est d'autant plus important. Béatrice Huchard, je vais vous faire réagir aussi pour, j'allais dire, que les missions se passent bien. Et on a vu dernièrement, avec le contexte social que nous avons connu de manière générale, qu'il y a eu beaucoup de moments de tension, qu'il y a eu des moments de remise en question, vous le savez, Jean-Marc, par certains, de la manière avec laquelle la police, même s'il faut évidemment saluer le travail que vous faites et la sécurité des citoyens, ont remis en cause une police sous tension qui peut, à certains moments, par tous ces éléments, arriver à bout et au bord de la rupture. Oui, de samedi en samedi, un effet boomerang pendant la crise des Gilets jaunes, bien sûr, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un changement par rapport au maintien de l'ordre, puisqu'on n'a pas eu affaire à un maintien de l'ordre classique. Donc il y a eu une nécessité d'adaptation, mais qui s'est accumulée à la fatigue des policiers générée depuis 2015. Donc effectivement, quand on a des policiers qui font des vacations de 18 heures, voire 20 heures, comment voulez-vous qu'ils soient dans les bonnes conditions optimales pour avoir toujours les bonnes réactions ? Je ne suis pas en train d'excuser la polémique sur des plaintes qui ont été déposées. Je dis simplement que on attend les enquêtes, c'est toujours important. Ce contexte-là, il est fondamental. Et puis après, il faut que les politiques, là je le redis, arrêtent aussi de se répéter. Je vais donner un exemple. Les extractions judiciaires, puisque c'est l'objet du rapport. En 2011, M. Guéant, ministre de l'Intérieur de l'époque, avait pris la décision, avec le ministre de la Justice, de faire un transfert de ces charges-là. Donc il y avait un nombre d'emplois qui avait été transférés, 1000, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que la justice n'a pas été en capacité de mettre ses effectifs d'extraction, ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Qu'est-ce que vous appelez extraction ? L'extraction, c'est quand vous prenez un détenu à la maison d'arrêt et vous l'emmenez devant le juge ou vous l'emmenez au tribunal. Normalement, c'est la justice qui devrait le faire. Ça choque personne. Il y a un vivier, à mon avis, très important, qui était dans un des rapports aussi de Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de la sécurité. Alors, il y a beaucoup de missions qui peuvent être sous-traitées au privé, dans des conditions bien précises. Peut-être est-ce qu'on peut lier avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec ce braquage spectaculaire, parce qu'il ne faut pas oublier évidemment le travail des convoyeurs de fonds, avec ces fourgons de transport. C'est un braquage qui reste spectaculaire, avec ces braqueurs qui étaient lourdement armés. On le rappelle, avec à la fois des kalachnikovs, des fusils à pompe. Alors il est vrai qu'au final, on a l'impression, Georges Fenech, que c'est une opération qui est extrêmement, j'allais dire, entre guillemets, attention, professionnelle, bien, en tous les cas, menée de manière assez inédite et spectaculaire. À la fin, le fourgon est vide. Là encore, se pose la question aussi de la sécurisation de ce transport. Vous savez qu'il y a une technique des fourgons de transport de fonds, c'est qu'ils ont un leurre. Donc là, ils sont tombés sur le leur, c'est-à-dire le fourgon qui était vide. Le fourgon qui était plein était sans doute un peu plus loin. Il était vide, sauf qu'il y avait les convoyeurs. Il y avait des convoyeurs qui n'ont pas essuyé de coups de feu, heureusement. Vous savez, c'est du grand banditisme. C'est un fait divers, c'est du grand banditisme. Donc pour vous, c'est normal de telles armes dans ce grand banditisme, Kalachnikov, fusil à pompe, je veux dire, dans le milieu du grand... On l'en voit plus tellement. C'est pas nouveau. Alors d'abord, c'est pas nouveau, et il y en a de moins en moins. Puisqu'ils savent que de toute façon, il y a à l'intérieur, quand on transporte de l'argent, des dispositifs pour détruire les billets. Donc c'est quelque chose à la rigueur qui, en termes de moyens, est disproportionné par rapport aux gains potentiels. Donc c'est du grand banditisme dans l'action. Tout à fait. Mais je dirais que ça fait un peu amateur par rapport à la cible. Et tant mieux, parce que ça va dissuader d'autres de vouloir recommencer. Absolument. Depuis les années 90, en fait, avec la fin des guerres en Europe de l'Est, on a vu l'arrivée de ces armes achetées par le grand banditisme et également, justement, les fourgons blindés à être pris pour cible par le grand banditisme parce que c'est des opérations très compliquées. Dans les années 80-90, Redouane Faïd étant un petit peu la figure de proue de ce mouvement. Maintenant, en fait, c'est des opérations qui tendent à devenir de moins en moins importantes pour plusieurs raisons. Déjà parce que ces fourgons blindés, on l'a dit, sont de mieux en mieux équipés. C'est-à-dire qu'ils sont blindés à la Kalachnikov, il y a des systèmes pour que l'air ne puisse pas rentrer, vous ne pouvez pas mettre de gaz lacrymogène à l'intérieur. Et puis, en fait, tout simplement, on est passé à l'électronique de plus en plus pour les moyens de paiement, et il y a de moins en moins de liquidités. Donc, il y a de moins en moins de transport, et vous nous confirmez qu'il y a de moins en moins d'attaques de ce type, même si, évidemment, ça reste spectaculaire. S'il y en a eu une l'année dernière, c'est le maximum. C'est toujours le trafic de drogue qui est le principal fléau dans notre pays, et qui est malheureusement rémunérateur. Et sur nos territoires, parce que
c'est aussi le trafic de drogue qui ramène sur nos territoires des armes moins lourdes, mais des armes quand même. Je vous propose de parler des territoires, mais de manière, j'allais dire, positive, parce que ça fait du bien. On a quand même évoqué beaucoup de sujets lourd ce soir, et c'est là évidemment l'actualité qui le veut, des sujets politiques, des sujets sociaux et sociétaux. Et puis il y a un sujet qui nous rassemble tous. On espère qu'il nous rassemble encore. Béatrice Houchard, vous êtes l'auteur de ce livre, Le Tour de France et la France du Tour. Et vous dites, Béatrice Houchard, c'est assez intéressant, je vais poser la question à tous nos invités, qu'on a tous plus ou moins grandi avec un champion. Pour vous, c'est lequel? Je remarque que vous portez du jaune d'ailleurs. Ce soir j'ai mis du jaune. Je viens de m'en apercevoir. Oui, ce soir j'ai mis du jaune. C'est pas systématique, mais là je me suis dit, bon, c'est le soir. Là, je suis obligée. Avec quel champion vous avez grandi? Français a le maillot jaune, alors voilà. C'est Bernard Hinault, non? Comment? Bernard Hinault? Non, je suis beaucoup plus vieille que ça. Moi, c'était la période Anctil Poulidor qui m'a passionné. Voilà. Et vous, Georges Fenech? Je crois que Bernard Hinault a le même âge que moi. Moi, c'est Hinault, c'est Laurent Fignon, c'est Bernard Thévenet, c'est Eddy Merckx, bien sûr. Jean-Marc Bailleul, vous aussi? Moi, c'est Bernard Hinault au début, quand j'étais adolescent, et après, c'est les générations Virenque. Voilà, c'est bien sûr que c'est un événement à ne pas rater. Sarah El Haïry, Rachel Binas? Évidemment, pour tous, sans exception. Et après, moi, je suis toujours touchée par les villes quand même et nos territoires, puisque moi c'était en fond et c'était toujours à la maison, ça tournait en boucle. Et c'est finalement un souvenir de famille où, pour être honnête, c'était chez mes grands-parents et à chaque fois qu'on les voyait, en fait, c'était à la télé. Et ça reste des souvenirs très familiaux, plus familiaux presque que sportifs, mais des souvenirs en famille. C'est vrai que c'est une histoire française, le Tour de France. Ça peut paraître banal de le dire, mais pour chacun d'entre nous... C'est beaucoup plus, oui, c'est banal effectivement de dire que c'est beaucoup plus, il y a la course cycliste, mais c'est bien plus qu'une course cycliste, parce que ça traverse, d'abord ça fait plus de 100 ans, c'est lié, faut pas oublier qu'après les deux guerres mondiales, quand le Tour est reparti, là en fait les 100 ans du maillot jaune ces jours-ci, puisque c'était le 19 juillet 1919, juste après la Première Guerre mondiale, le fait même que le Tour de France redémarre, c'était le signal que c'était vraiment fini, la guerre, ça y est, les choses redevenaient normales. Et d'ailleurs pendant l'occupation, l'occupant allemand et Pierre Laval avait beaucoup insisté auprès des organisateurs du Tour de France pour que le Tour de France redémarre, parce qu'au fond, si le Tour de France avait lieu en 1942 ou 1943, ça voulait dire que finalement tout allait bien, tout était normal, et les organisateurs du Tour s'y sont refusés. Donc ça accompagne, il n'y a pas eu que les guerres bien sûr, mais ça accompagne, c'est un petit peu de l'enfance. D'ailleurs, effectivement, chacun parle chez les grands-parents, pendant les vacances, c'est le mois de juillet, donc c'est l'été, le mois de juillet, le soleil. C'est pour ça qu'on a envie d'en parler quand même. C'est un morceau de patrimoine. C'est un morceau de patrimoine et dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, dans ses bouquins. Voilà, c'est dans les mythologies de Roland Barthes, parce que ça a aussi beaucoup inspiré les écrivains. Quelle histoire, effectivement. Et c'est un tour qui réconcilie. C'est ce que vous dites, Béatrice Houchard, c'est-à-dire que il met un peu de baume sur les fractures françaises autour du Tour et sur les rues, les routes, les ruelles, dans les villages. Tout le monde sourit quand le Tour passe. C'est tout à fait frappant. Quand on suit les étapes, moi ça m'a toujours frappé il y a 15 ans, 20 ans ou l'année dernière, parce que j'avais suivi à nouveau une étape l'année dernière. D'abord, vous êtes entre deux rangées, alors pas continu, parce qu'il y a quand même des endroits où il n'y a pas que des villages où il peut y avoir un petit peu moins de monde, mais quand même énormément de monde, et tout le monde a le sourire. Ce que j'ai toujours trouvé étonnant, c'est que l'attente est évidemment beaucoup plus longue que le passage du peloton. En gros, le peloton entre 30 et... Alors en montagne, c'est un peu plus long, parce qu'ils arrivent les uns après les autres et ils souffrent un peu, mais sur le plat, entre 30 secondes et 1 minute pour que le peloton passe. Donc les gens attendent très longtemps et il y a un bonheur de l'attente. Ce que je trouve intéressant dans cette période où tout doit aller vite, on clique sur un truc, on veut les réponses à tout. Et là, les gens sont heureux d'avoir attendu. Le peloton passe, ce bruit, moi j'adore, la caractéristique des vélos qui passent. C'est fini, ils ont vaguement vu peut-être le maillot jaune, peut-être un coureur qu'ils aiment bien, s'ils arrivent à le reconnaître, parce que maintenant avec les casques et les lunettes, c'est de plus en plus difficile. Mais il y a eu l'attente et il n'y a pas de frustration après. Ils n'ont pas vu grand-chose, mais ils ont vu passer le Tour de France et ils sont Regardez, et le Tour de France n'a pas oublié les communes traversées, et ça dans les communes important. Qui se sentent... On va en parler. Pourquoi on montre également des paysages, etc. Parce que Rachel Binas, c'est la France des villages, des paysages, des villes. Il passe évidemment par des grandes villes et d'ailleurs il termine ainsi. Est-ce que c'est aussi un peu la France oubliée? Alors attention à ne pas la calquer avec la France des Gilets jaunes, mais une France un petit peu oubliée, des invisibles qu'on ne voit pas qu'à l'occasion justement de ce Tour de France.
Mais c'est vrai que c'est la France des territoires et elle n'est pas toujours mise à l'honneur, en tout cas certainement pas suffisamment. On parle plutôt des grandes métropoles, c'est elles qui nous occupent le plus. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a cette appétence particulière des Français pour ce tour, parce que Béatrice Auger l'a très bien dit, ça va être difficile de ne pas paraphraser, mais c'est vraiment une espèce d'union autour d'un territoire, autour de sa culture, autour de ses paysages et de leur importance. Et on n'exagère pas là. Non. On sait à quel point. Mais il y a même des gens qui révisent sa géographie tous les ans. Il y a des gens qui n'apprécient son histoire, sa géographie, sa politique. Moi, je pense que j'ai plus appris la géographie grâce au tour que. On découvre des lieux. On découvre des lieux. Et pour les élus de terrain, c'est formidable. Quand ça passe par sa région, alors là, c'est le Graal. Vous imaginez même pas la fierté que ça crée. C'est encore un des moments où il y a différentes générations qui se réunissent. Et il y a peut-être une chose qui, moi, je pense, est importante aussi, c'est que mine de rien. Parce que malheureusement, pourtant, on a essayé. Vous avez essayé. Tout le monde veut le tour. Mais vous savez, le vélo, c'est un sport qui a la particularité de mettre l'effort au cœur. Et c'est un effort long, et c'est un effort qui se respecte parce qu'on le voit. Faire la métaphore avec la politique. Mais pas du tout. Absolument pas. Vous y pensez. C'était pas mon esprit. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le vélo, c'est quand même accessible à tous. Et on a le sentiment que si on pédale, si on est courageux, on y arrive. Et ça, tout le monde peut pas. On peut pas le dire partout. Des fois, je critique pas d'autres sports, mais des fois, on a l'impression qu'il faut être excellent. Là, on voit que c'est accessible si on le veut. Le Mont Ventoux, je suis pas sûr que... Le Mont Ventoux, je suis pas sûr que ce soit accessible à tout le monde. Avec mon vélo électrique. Oui, par contre, on va pas idéaliser. Il ne s'agit pas d'idéaliser, il y a eu les scandales, il y a eu tout ce qu'on sait. Le dopage. Mais attendez, le Tour de France, c'est la politique aussi. Les présidents, Béatrice Auger, quel président colle le plus au Tour de France? Quelle image? Celui qui connaît le mieux, qui est vraiment le plus passionné, c'est effectivement Nicolas Sarkozy. Ça reste Nicolas Sarkozy. Oui, non, ça, il est incollable. Mais racontez-nous l'anecdote du général de Gaulle. L'anecdote du général de Gaulle, ça c'est en 1960. Donc de Gaulle est à Colombey-les-Deux-Églises, dans la foule, dans le village, attendant le passage du Tour, qui arrive 2 jours après, ou 2 jours après, je crois, à Paris. Et la direction du Tour apprend que le général est dans la foule, et le directeur de la course, Jacques Godet, décide que le Tour va s'arrêter. Et c'est la seule fois, en 106 éditions du Tour, que le Tour de France... Alors, il s'est arrêté 2-3 fois à cause de manifs d'agriculteurs ou de passage à niveau. Passage à niveau, il passe. Oui, mais le Tour, c'est pas le Tour qui s'arrête, ils essaient de passer au-dessus. Enfin bon, où Usinor a une année à Denain où il y avait une interruption d'étape. Mais là, le Tour de France s'arrête pour saluer un personnage. Alors 1960, ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais on est quand même assez proche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le président de la République, mais c'est l'homme du 18 juin, c'est le personnage historique. Et alors pour l'anecdote, certains coureurs enlèvent leur casquette en hommage à De Gaulle, et certains coureurs étrangers comprennent pas bien et pensent que le président français est mort. On leur explique que non, pas du tout, il est là, il va serrer quelques mains et il leur dit messieurs, bon courage jusqu'à Paris, et le Tour repart jusqu'à... C'est le sport le plus populaire en France, avec le football bien sûr. Mais la différence, c'est que ça peut éventuellement devant chez vous, et c'est gratuit. Cette année, il ne faudra pas que le maillot jaune s'arrête devant M. Macron, ça pourrait porter... ça y est, il a fait le... Il fallait oser, là, Emmanuel Macron, on y pense tous, évidemment. Emmanuel Macron qui sera présent sur une étape des Pyrénées. Il doit venir dans les Pyrénées. Alors, en fonction de son agenda... Ce qui s'est passé l'année dernière, tout le monde le sait. Feuilleton Benalla. Il voulait vraiment se rendre sur le Tour. Oui, alors il s'était quand même rendu dans les Pyrénées. Il avait dîné avec les organisateurs et avec les élus locaux. Mais ça l'intéresse, quand il était ministre de l'économie, il avait reçu des coureurs français pour leur parler de la reconversion des sportifs de haut niveau. Et apparemment, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup. La reconversion, c'est intéressant. Les sportifs de haut niveau, mais la politique, c'est aussi un sport. Les téléspectateurs qui nous regardent et qui vous connaissent en tant que journaliste politique notamment, se disent mais pourquoi cette passion, d'où elle vient? Ça fait un certain temps, et quand vous avez voulu, je crois, être journaliste, c'est d'abord pour... Ça fait un certain temps, oui. Non. Non, mais vous avez tout à fait raison, je le prends très bien, Sonia. Hier encore, et justement... Hier encore, j'avais 12 ans, donc... Il n'y avait pas de femmes sur le Tour, il n'y avait pas de femmes médecins, il n'y avait pas de femmes journalistes. Voilà, j'ai décidé d'être journaliste pour pouvoir suivre le Tour de France. Donc la politique, j'ai surtout suivi des campagnes électorales, mais ce que je ne savais pas, effectivement, que le règlement du Tour de France jusqu'à la fin des années 70 interdisait la présence de femmes. Mais ça, je ne le savais pas. C'est fou, hein? Non, je ne le savais pas. Mais vous savez... Le règlement même, et ça, il se trouve que Jacqueline Baudrier, la présidente de Radio France, a émis le souhait de venir sur une étape en 77 ou 78. Et donc les organisateurs très embêtés, disant oh là là, jamais. Et donc finalement ils ont dit oui, parce que c'était difficile de lui dire non. Et le règlement a été changé ensuite.
ne sais pas, il fallait peut-être pas déranger les coureurs le soir, le repos du guerrier. Est-ce que c'est pas considéré comme un produit dopant? Je sais pas. Ça peut être une... Les tenues étaient trop le contraire. Bon, il y a un maillot jaune, il a conservé son maillot jaune, c'est le français. Julien Alaphilippe maillot jaune, au moins jusqu'à demain soir. Une star, c'est la journée des stars aujourd'hui, parce que Peter Sagan, qui est une vraie star, a gagné l'étape, et Julien Alaphilippe... Ah, vous suivez véritablement, voilà. Ah oui, quand même, c'est pas du tout pour rire, c'est vrai, je sais bien. Et Julien Alaphilippe est numéro 1 mondial de cyclisme. Hein. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un tour que regardent même ceux qui n'affectionnent pas particulièrement parfois le vélo, le cyclisme. Et qui n'auront pas forcément regardé qui gagne l'étape, mais ça fait partie du... Est-ce qu'il y a des passages qui sont obligés? Est-ce qu'il faut passer quand même par certains endroits en France et c'est un parcours balisé? Oui, tous les ans, forcément, les Alpes et les Pyrénées. De temps en temps, un peu de Massif central, c'est le cas cette année. Un peu de Vosges, c'est le cas cette année aussi. Ce qui est très compliqué pour faire un parcours, c'est que maintenant, l'Union cycliste internationale dit c'est 21 jours et pas plus de 3500 km. Donc, vous ne pouvez pas aller partout en 3500 km et en 21 jours et avec 2 journées de repos obligatoires. Donc, il faut arriver à faire ce dessin. Alors, c'est vrai que cette année, il est très étrange avec ce tour très, très à l'est. Oui, on dirait qu'il y a une frontière. Mais à l'ouest a été privé. On espère le retirer vers l'ouest. Donc en général, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour, dit qu'il essaie de passer à peu près dans toutes les régions, les départements peut-être pas, que tous les 5 ans, tout le monde soit servi, si j'ose dire. Est-ce que c'est vrai que les gens viennent spontanément dire à Christian Prudhomme, le directeur, merci? Oui, alors ce qu'il raconte, c'est que... C'était pas le cas il y a quelques temps. J'en disais merci parce qu'ils sont bien élevés d'une manière générale, mais que depuis quelques années, les élus locaux, les responsables d'associations, les responsables de clubs cyclistes viennent dire merci sur le thème... Il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus de commerce, le médecin, homéopathie ou pas homéopathie, le médecin, il faut faire 50 km, mais au moins, de temps en temps, le Tour de France, lui, ne nous oublie pas. Ça, Christian Prudhomme dit que les gens le lui disent de plus en plus souvent, ce qui correspond effectivement, alors sans faire de parallèle outrancier ou caricatural avec ce qui s'est passé ces derniers mois, mais... Il y a un petit peu de ça quand même. Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Et je vous conseille véritablement de vous plonger dans ce livre parce que le Tour de France et la France du Tour, vous révisez la géographie, l'histoire, la politique. Vous redécouvrez aussi une partie de notre patrimoine justement à travers cette compétition qui est sportive, mais pas seulement. Merci Béatrice Souchard et c'est chez Kalman Levy. Et merci évidemment à tous nos invités d'avoir réagi à ce sujet et d'autres. Merci à vous. Restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, c'est la revue de presse. Qu'est-ce qu'il y a à la une de vos quotidiens et de vos journaux demain? Eh bien, on va le découvrir et le commenter ensemble. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur CNews pour la dernière partie de votre émission. Dans quelques instants, comme d'habitude, on va découvrir la revue de presse, ce qu'il y a à la une de vos journaux demain. Mais tout d'abord, on va poursuivre nos feuilletons de la semaine autour du Mistral. Et vous allez le voir, portrait ce soir d'une femme, une femme militaire à bord du porte-hélico de la Marine nationale. C'est un portrait qui est signé Stéphanie Rouquier. À seulement 24 ans, Ornella mène sa barque, pourtant entourée de gaillards. Jeune femme réservée mais volontaire, elle trace sa vocation depuis ses 18 ans lorsqu'elle s'engage dans la marine. C'est l'armée, c'est quelque chose de fort, c'est des valeurs importantes pour moi. Et travailler en groupe, savoir toujours travailler avec des personnes différentes, la rigueur, toujours être disponible. Depuis 6 ans, elle vit donc de ses passions, la mer et les voyages. Avant d'être affectée sur le Mistral, elle travaillait sur un pétrolier ravitailleur. Ma spécialité de manœuvrier, c'est d'effectuer toutes les manœuvres du bâtiment. Donc c'est un travail assez manuel où on va par exemple, je prends la manœuvre de l'accostage ou de l'appareillage. Dans la marine française, justement, on est très polyvalent. Moi, c'est ce qui me plaît, de jamais faire les mêmes choses. Voilà, toujours pouvoir évoluer. On lobe les faux bras, en fait, ça c'est ce qui va permettre d'arrimer les dards ou le CTM qui va arriver. Tous les 3 ans, les marins changent de bâtiment. L'an prochain, Ornella devra donc quitter le porte-hélicoptère amphibie. Sa nouvelle affectation n'est pas encore connue. Elle rêve de rejoindre Tahiti ou Nouméa. Mais en attendant, un autre de ses rêves va se réaliser. Elle va porter fièrement les couleurs du Mistral à Paris, au défilé du 14 juillet.
Autre feuilleton, autre sujet qu'on égrène tout au long de la semaine, c'est la garde républicaine et les répétitions surtout de la garde républicaine à quelques jours désormais du 14 juillet, du défilé. Et on révise ces gammes, le tout, vous le voyez, en cadence et de manière très concentrée, comme nous le raconte Adrien Denis. Il est 5 h du matin, Paris s'éveille doucement. Mais sur les Champs-Élysées, un étrange ballet se prépare. La garde républicaine vient réviser ses gammes. C'est la dernière répétition avant le défilé du 14 juillet. Premier exercice, l'escorte du convoi présidentiel et de part et d'autre de l'avenue, une haie d'honneur. En fait, on doit être au présenté, quand le président va passer, on doit être au présenté sabre et notre cheval ne doit pas bouger, on doit présenter les armes. Donc normalement, on doit rester le plus immobile possible, mais après, ça reste des animaux, donc c'est... Des montures un peu nerveuses, tout comme leurs cavaliers. Certains défileront pour la première fois. Sur les Champs-Élysées, le soleil s'est levé. Dernière ligne droite pour la garde républicaine. 237 chevaux et cavaliers au trot, parfaitement alignés. Une descente d'1 kilomètre jusqu'à la Concorde et la tribune présidentielle, en musique, où chaque pas est millimétré. Ce matin, tout s'est bien passé. De bon augure, car dimanche, devant la France entière, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Voilà pour ces répétitions et ce feuilleton à suivre donc toute la semaine sur CNews. On revient à l'actualité plus chaude, j'allais dire ce soir. En tous les cas, c'est toujours cette polémique autour de François de Rugy, le ministre, qui s'explique et se justifie. Pas de dîner entre amis, précise-t-il. Mais pour l'instant, il ne convainc pas, y compris jusque dans son camp. On voit tout cela avec Vincent Fahandez. Le couple de Rugy aurait-il profité des avantages de François de Rugy quand il était président de l'Assemblée nationale? Selon Mediapart, une dizaine de dîners jugés fastueux auraient été organisés à l'hôtel de Lassay. Des dîners qui auraient rassemblé 10 à 30 invités, parfois des amis de Séverine de Rugy. Sur la table, homard, champagne et grand cru. L'actuel ministre de l'écologie assume un travail de représentation, dit-il. Je le dis avec force, il n'y a pas eu de dîner entre amis qui aurait été organisé sous ma présidence à l'hôtel de Lassay et qui aurait été financé par l'Assemblée nationale. C'était des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique comme le président de l'Assemblée nationale. Des explications insuffisantes pour certains députés. Moi, j'en ai un peu assez de ces donneurs de leçons qui font exactement l'inverse que ce qu'ils nous demandent de faire. C'est moralement choquant et inacceptable. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, sa démission s'impose. Si l'opposition est vent debout, l'Élysée a fait savoir que François de Rugy conservait la confiance du président et du Premier ministre. On passe à présent à la revue de presse, ce qu'il y a à la une de vos journaux, de vos quotidiens demain. Et à la une de l'Opinion, regardez ce titre, l'immigration, une bombe à retardement en Macronie. Selon le quotidien, Emmanuel Macron qui veut faire de ce sujet un marqueur de la seconde partie de son quinquennat. Mais la majorité est loin d'être raccord avec l'idée. Une dissonance qui inquiète les troupes d'En Marche. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera auditionné mardi prochain sur la politique migratoire devant la commission des lois à l'Assemblée nationale. Même sujet à la une du Figaro avec ce titre, le gouvernement désarmé face à l'afflux de migrants. En effet, alors que la pression migratoire tend à décroître partout en Europe, eh bien, elle reste forte en France où le nombre de clandestins pèse de plus en plus lourd sur toute l'administration. Dans le Figaro également, à lire et à voir ces deux photos à la fois de Benjamin Griveaux et de Cédric Villani avec, vous le savez, Benjamin Griveaux qui a été investi ce soir par La République En Marche pour les municipales à Paris. Les Échos, à la une des Échos, c'est l'assurance chômage. Ce qui change, les projets de décret de la réforme ont été transmis aux partenaires sociaux. Les cadres sont fixés sur leur sort et le bonus-malus se concrétise. C'est un article à retrouver demain dans votre quotidien. L'Humanité à présent, à la une de l'Humanité, c'est le procès, vous allez le voir. France Télécom, le système de harcèlement mis
mise à nu. Au terme de 2 mois de débats accusateurs pour les ex-dirigeants de l'opérateur, eh bien, ce moment judiciaire qui a mis au jour un harcèlement moral et systématique s'achève aujourd'hui, selon l'éditorialiste Paul Masson. Je cite, « Depuis et aujourd'hui encore, d'autres entreprises sont confrontées à des suicides sommés d'un iceberg d'inhumanité qui s'est abattu sur le travail et qui fait la fortune d'actionnaires devenus si riches que leur magot peut dépasser le PIB de certains pays. » Libération à la une de Libé demain. Déchets, gaspillage, les nouvelles consignes triées, recyclées, réparées. Le gouvernement présente son projet de loi visant à favoriser l'économie circulaire, un pas vers un mode de consommation plus vertueux qui fait grincer des dents, notamment chez les acteurs économiques. La Croix, pour terminer cette revue de presse, et une question à la une de La Croix demain. Quelles exigences pour le bio, production intensive ou artisanale, locale ou importée, prise en compte de l'environnement et des réalités sociales? Producteurs et consommateurs vont devoir choisir. Et selon l'éditorialiste Guillaume Goubert, eh bien cette question est, je cite, une leçon positive car le souci de la qualité alimentaire ne cesse d'augmenter. Voilà pour cette revue de presse. Voilà pour ce qu'il y a à la une de vos journaux et de vos quotidiens demain. Évidemment, l'information se poursuit ce soir sur CNews. Je vous dis à demain avec grand plaisir, même heure, 22h comme d'habitude.